c'est le produit incontournable dans le monde des protéines en poudre. Mais entre nous, la whey reste souvent entourée de mystères et d'idées préconçues. Alors accrochez-vous, car aujourd'hui, on va démystifier ensemble la whey comme jamais auparavant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un petit like, si possible de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et n'hésite pas à nous laisser en commentaire toutes tes remarques pour de futurs sujets. La whey, c'est tout simplement le nom anglais pour parler de la protéine de lactosérum, aussi connue sous le nom de petit lait. Elle représente environ 20% des protéines présentes dans le lait. Maintenant, pourquoi dit-on que c'est une protéine de haute qualité? Eh bien pour cela, il faut regarder 3 critères. D'abord, sa valeur biologique, ou l'utilisation nette des protéines, qui mesure toutes les deux le pourcentage de protéines effectivement utilisées par l'organisme. Et enfin, le PDCAAS, le score chimique corrigé de la digestibilité, basé à la fois sur le besoin en acides aminés de l'organisme et sa capacité à les digérer. Un score de 1 signifie que la protéine fournit après digestion 100% ou plus des acides aminés essentiels nécessaires à ton organisme. Et comme tu peux le voir sur ce tableau, la whey se classe clairement comme la protéine de référence. Il existe différentes catégories de whey selon les processus de transformation utilisés et toutes ne se valent pas. Alors regardons ça plus en détail. D'abord, on trouve le concentrat de whey, qui est le grade le moins filtré de tous. Il contient jusqu'à 80% de protéines, mais aussi avec un peu plus de lactose et de graisse que les autres grades. Comme il est moins cher à produire, on l'utilise pour les protéines premier prix et aussi beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. Ensuite, place à la star de la catégorie, l'isolat de whey. Avec une filtration de compétition, on atteint plus de 80% de protéines sur extrait sec. Parfois même, cela monte jusqu'à 94. C'est le top pour les puristes. Moins de lactose et de graisse résiduelle, parfait si tu es du genre sensible côté digestion. Troisième forme, l'hydrolysa de whey. Il a subi une sorte de prédigestion grâce à des enzymes, ce qui le rend plus facile à digérer, idéal pour les sessions d'entraînement. Mais tiens-toi bien, les études scientifiques montrent qu'à dose équivalente, il n'y a pas de différence sur la force ou la masse entre un hydrolysa ou un isolat. Et puis, il faut ajouter un point important sur l'hydrolysa, c'est que son aromatisation est extrêmement compliquée. On ne pourrait pas parler de protéines sans aborder le cas de la Clear Whey, la petite nouvelle à la mode. C'est un concentrat ou un isolat qui a eu droit à un petit relooking avec un traitement acide et une purification à un pH bas. Cela la rend super soluble et incolore dans l'eau, d'où son nom. Mais entre toi et moi, c'est plutôt un effet marketing que du sérieux sur le plan nutritionnel. Elle a un goût acide, donc on doit lui ajouter des arômes et des édulcorants pour que ça passe mieux. Bref, si tu veux le top du top, l'isolat de whey est clairement le choix idéal pour avoir la crème de la crème des protéines de qualité. Un critère déterminant pour choisir sa whey, c'est l'origine de la matière première. Une whey est soit directement issue de lait frais, qui va subir différentes étapes de filtration et de séchage, si possible à froid, par alors de whey dite native, soit issue de l'industrie fromagère, le petit lait étant un sous-produit de la fabrication de fromage qui est formé par la coagulation de la caséine. On parle alors de whey fromagère. Le problème de la whey fromagère est que le processus de fabrication du fromage entraîne une dénaturation des protéines. Une protéine est dite dénaturée quand elle perd sa configuration originelle, c'est-à-dire quand la pelote d'acides aminés va se retrouver déroulée. Cela va notamment modifier la production de peptides dits bioactifs lors de la digestion. Les peptides bioactifs sont des morceaux de protéines qui, une fois absorbés et passés dans le sang, peuvent avoir une action spécifique et différente des acides aminés individuels. On leur reconnaît notamment un rôle sur l'immunité. Et sur ce point, la whey native remporte la palme, tu l'auras compris. En matière d'anabolisme musculaire, les deux types de whey donnent des résultats similaires. Certaines études ayant montré un faible avantage pour la whey native qui contient en moyenne un peu plus de leucine que la whey fromagère. C'est un peu comme choisir entre deux recettes, mais au final, la whey native a ce petit truc en plus pour ta santé. Un autre critère de choix pour une whey est le type d'élevage dont est issue la matière première, c'est-à-dire le lait. Si tu regardes un sachet de whey, les principales indications que tu peux y trouver sont, premièrement, l'origine géographique du lait, deuxièmement, la nature de l'élevage, que ce soit en pâturage ou en conventionnel, et enfin, troisièmement, le respect d'un cahier des charges spécifique, notamment pour le label bio. À noter que l'absence de toute indication, comme c'est le cas dans la majorité des produits sur le marché, signifie certainement que le lait est issu d'un élevage conventionnel, tu l'auras compris. Si on regarde l'aspect purement nutritionnel, il n'y a a priori pas de différence réelle entre les modes d'élevage. En effet, le fait de manger de l'herbe en pâturage plutôt que de céréales en conventionnel
augmenterait peut-être la quantité de certains peptides, mais dans des quantités trop infimes pour qu'il y ait une véritable différence. C'est surtout le profil en acides gras qui va être impacté, avec un peu plus d'oméga 3 et un peu moins d'oméga 6 sur les laits issus de pâturage. Mais étant donné que pour produire de la whey, et en particulier de l'isolat, on filtre et on élimine les graisses, au final, ça n'aura pas d'effet sur ton shaker de protéines. C'est donc plus un débat éthique autour du bien-être animal et de la production en circuit court. Et comme la production de lait bio en France n'est pas encore suffisante pour répondre à la demande, une whey bio sera forcément issue d'autres pays européens. Mais d'un autre côté, il est possible d'avoir un lait issu de pâturage français, mais simplement non labellisé bio, ce qui permet d'avoir à la fois une filière 100% française et du lait de qualité en respectant le bien-être animal. Mais au fait, à quoi servent les protéines en poudre en général et la whey en particulier? Quand on est sportif, il faut évidemment manger assez de protéines pour favoriser la construction musculaire et la récupération. Basique. Notre conseil, plus cette prise est étalée dans la journée, meilleure sera la réponse anabolique, c'est-à-dire la phase de construction et reconstruction des fibres musculaires. Bien sûr, les besoins varient en fonction du type de sport, de l'intensité et du niveau de chacun. En moyenne, pour les sports d'endurance, il faut 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Pour les sportifs de force, on est plutôt entre 1,4 et 2 g par kilo de poids de corps et par jour. Et si tu es en phase de déficit calorique, comme par exemple en sèche, ces besoins augmentent un peu et pourront éventuellement dépasser les 2 g par kilo de poids de corps et par jour afin de préserver un maximum ta masse musculaire. Plus ces besoins sont élevés, plus il sera difficile de les couvrir uniquement avec l'alimentation solide, et cela pour plusieurs raisons. Manger plus de viande, de poisson ou d'œufs peut faire augmenter l'apport calorique de manière conséquente, au risque de se mettre en excès ou d'être obligé de réduire d'autres aliments pour compenser. Pour les végétariens et les véganes, augmenter les quantités de légumineuses, la source principale de protéines végétales, peut provoquer des troubles digestifs chez certaines personnes. Tu auras aussi une limite avec ta satiété. Difficile de manger plus et d'aller au-delà de son appétit à partir d'une certaine quantité, sauf éventuellement à multiplier le nombre de repas par jour. Les protéines en poudre auront donc 4 avantages. Le coût par rapport à la quantité totale de protéines, c'est bien moins coûteux que de la viande ou du poisson. Et c'est donc une solution idéale, notamment pour les petits budgets. Deuxièmement, l'aspect pratique. Pouvoir avoir son shaker sur soi, hors domicile, est bien plus simple que de transporter ton blanc de poulet ou tes assiettes de lentilles. Troisièmement, le contrôle des calories, pour ceux qui ont besoin d'augmenter les apports en protéines sans trop augmenter leurs calories. Et enfin, quatrièmement, l'apport au-delà de la satiété. Pour ceux qui sont limités par leur petit appétit, il sera plus facile de boire un shaker que de manger des aliments solides. Mais alors, quel est le meilleur moment pour boire ton shaker? Le plus important dans les protéines, c'est de bien répartir les quantités équitablement sur ta journée. Prenons un exemple. Si tu dois consommer 120 g de protéines dans la journée, l'idéal est de les répartir en 4 prises de 30 g. Une bonne portion au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, ce qui laisse la place à une collation durant la matinée ou l'après-midi. C'est là que le shaker de whey sera très pratique pour avoir cette dose facilement. Il y a évidemment la fameuse question de la fenêtre métabolique. Faut-il absolument boire un shaker juste après ta séance? Dans l'absolu, non. Il n'y a aucune obligation. C'est vraiment cette quantité totale sur la journée qui est le plus important. Cela dit, si tu t'entraînes intensément et vraiment tous les jours, alors oui, il peut y avoir un intérêt à prendre un shaker au moment de ta récupération après ta séance. Mais encore une fois, c'est à caler aussi par rapport à tes vrais repas. Si tu regardes des étiquettes pour comparer la teneur en protéines des différentes whey, attention à bien connaître cette astuce. Il faut savoir qu'en Europe, il y a un règlement qui indique que la teneur en protéines d'un produit alimentaire doit être calculée en multipliant la teneur en azote totale par le facteur 6,25. Et cela quel que soit l'aliment, dans un objectif de simplification. Sauf que dans la réalité, ce facteur multiplicateur peut varier d'un aliment à l'autre. Par exemple, certaines protéines végétales auront un facteur inférieur, alors que pour les protéines laitières, le consensus scientifique s'accorde sur un facteur de 6,38. C'est pour cela que tu peux voir des différences entre les différents produits. Et tu l'auras compris, dans la course marketing au toujours plus de protéines, nombreuses sont les marques à utiliser le 6,38 et à oublier le 6,25. De notre point de vue, l'idéal est d'afficher le 6,38 qui est le consensus scientifique sur le lait de vache et également le 6,25 qui est la réglementation européenne. Cela fait partie des grands mythes de la nutrition qui ne reposent sur aucune donnée scientifique moderne. Du côté des reins, l'augmentation de la quantité de protéines augmente bien en parallèle la production d'urée, mais toutes les études d'observation et d'intervention ont montré que chez les personnes en bonne santé, cela ne posait aucun problème. Les facteurs de risque de l'insuffisance rénale sont avant tout le diabète et l'hypertension, via notamment un excès de sel et un manque de potassium. Du côté des os, les principes de l'alimentation basique mis en avant pour expliquer ce phénomène ne reposent pas non plus sur des données scientifiques solides. Les données récentes ont même tendance à montrer un effet plutôt positif sur la densité minérale osseuse en
en parallèle d'une activité physique suffisante. La whey est donc bien la reine des protéines et pour de bonnes raisons. Si tu es sportif et que tu cherches à choisir le meilleur produit, il faut donc te tourner vers un isolat qui aura la teneur sur extrait sec la plus élevée possible, native pour bénéficier des petits plus santé et issue d'élevage en pâturage pour un juste équilibre entre prix, localité et bien-être animal. Et si tu veux découvrir notre whey, fonce en description pour en découvrir plus.